Suspension de la grève, mais pas d'accord de fin de conflit. 2 protocoles sont sortis du marathon d'hier, sans pour autant qu'une voie soit tracée pour régler les problèmes de fond. L'analyse de Nathalie Dinan dans ce journal. Et les sargasses n'ont pas été nuisibles qu'aux plages et aux autres lieux de baignade. Des entreprises en ont souffert. Plusieurs collectivités ont mis en place une batterie de mesures pour relancer leur activité. Le reportage d'Isabelle Hamou dans cette édition. Ils peuvent travailler en toute tranquillité. La ville de Bemao met à la disposition des élèves de terminale les salles de la médiathèque Paul Mado, de quoi optimiser leurs chances de réussite. Et leçon de piano, dans le cadre de la 8e édition de première rencontre autour du piano, le chanteur et pianiste de jazz, Franck Omsalem, a tenté de transmettre à la jeune génération, peu nombreuse, le goût de marier les notes. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver. Il aura fallu 10 jours de bras de fer privant des milliers de Guadeloupéens d'eau et près de 12 heures de négociations pour parvenir à une suspension de la grève des agents du SIAG et non à un protocole de fin de conflit. L'intersyndicale a néanmoins accepté de signer 2 protocoles. L'un assure le transfert des salariés avec leurs avantages acquis et l'autre concerne la mise en œuvre d'un syndicat mixte de l'eau. Analyse de cet imbroglio avec Nathalie Dinan sur les images de Moïse Dexter. Hier soir à 21h, au terme de 10 heures de discussion, de propositions et contre-propositions, les partis se sont entendus pour un premier accord et ont signé la suspension de la grève. Ce n'est pas un, mais 2 protocoles que les présidents de collectivités, de communautés de communes, du SIAC, de l'Association des maires ont paraphé avec les syndicats de salariés. Une première dans un conflit social, preuve que l'intersyndicale n'a pas totalement fonctionné. D'un côté, l'UNSA et la CGTG ont signé l'intégralité du texte, alors que l'UTC-UGTG n'était pas d'accord avec le 3e point, la gouvernance d'une nouvelle structure. Titrés les protocoles de suspension de la grève des salariés du SIAG, les textes font état des 3 points abordés. Le volet finance, les élus garantissent une capacité financière du SIAG afin de satisfaire tous les droits acquis des personnels transférés. Cap Excellence, en retard sur ses paiements, s'est engagé à mandater 1,6 million d'euros. Pour l'argent dû sur une opération à Goyave, l'État comble la perte des fonds européens. L'État s'engage également à procéder à un mandatement d'office concernant les sommes dues par l'agglomération Grand Sud Caraïbes, présidée par Lucette Michaud-Chevry. Un coup à faire la grande dame sortir de ses gonds. Pour le reste des créances, le SIAG promet de tout faire pour les recouvrer. Avec l'accompagnement des collectivités majeures, le SIAG devrait rééquilibrer ses finances. Le 2e point, identique sur les 2 protocoles, aborde le volet juridique. La direction du SIAG et les salariés ont acté l'application à l'ensemble des personnels des droits individuels acquis à compter de leur date d'intégration. Lors des premières négociations, il était question d'une application par vague. Et le 3e et dernier point de cet ordre du jour, à savoir les perspectives d'une réorganisation pérenne de la gouvernance du service public de l'eau, divise. Les signataires appellent de leur vœu le lancement d'une réflexion approfondie sur le mode de gouvernance le plus adapté à l'archipel. Encore une réflexion de plus. L'UGTG refuse et demande de supprimer ce point sur son protocole, car comme l'a confirmé Nestorius Favel, il n'était pas noté sur la plateforme de revendication. À l'UGTG, on prône un syndicat unique dans le cadre d'un service public en régie directe, et la centrale ne souhaite pas simplement donner son avis, mais y participer activement. Du côté des élus, un semblant de consensus a été trouvé pour sortir de ce cauchemar, mais les divergences d'opinion existent. Josette Borrell-Lincertin, qui dès son investiture a promis de régler le problème de l'eau, plaide pour un syndicat unique qui gérerait à la fois la production, la distribution et la réfection des canalisations. De l'autre côté, à la région, on travaille sur une proposition de syndicat unique ouvert qui permettrait à ceux qui le veulent d'adhérer à la distribution et ou la production. Quand on sait que certaines régies directes sur la côte Soulevant, au Moule, où la distribution aux abîmes fonctionne bien, on doute de l'adhésion de certains. Éric Jalton, président de Cap Excellence, a annoncé la couleur. Il s'associe à la présidente de la communauté Grand Sud Caraïbes, Lucette Michaud-Chevry. Ils affirment tous les 2 leur engagement à poursuivre les travaux en vue de la mise en place d'une structure commune afin de régler prioritairement la réhabilitation et le renouvellement des réseaux vétustes. Pour Éric Jalton, un syndicat unique, le monopole de l'eau, c'est dangereux. Quand il y aura conflit ou désaccord, c'est toute la Guadeloupe qui sera paralysée.
Il invite tout un chacun à se mettre au travail pour réparer les canalisations qui engendrent aujourd'hui 58% de perte du précieux liquide. Il demande un accompagnement de l'État. L'État, représenté par Jacques Billan, qui avait convoqué cette grande réunion, il a annoncé dès l'ouverture des débats sa volonté d'aboutir à la signature d'un protocole. Il a atteint son objectif. Il devra, lui aussi, respecter ses engagements. Et voilà une nouvelle qui ne devrait pas contribuer à améliorer le climat. La communauté d'agglomération du Sud-Bastère a été condamnée par la Cour administrative d'appel de Bordeaux à verser au SIAC près de 3,5 millions d'euros en règlement de la livraison d'eau aux communes de Capesterre, de Terre-de-Bas et de Terre-de-Haut. Et vous, que pensez-vous des solutions apportées pour mettre un terme à cette grève? Linda Kayarsi s'est chargée de vous poser la question. On écoute vos commentaires. Ben non, pas du tout, puisque bon, c'est vrai qu'à Bémao, nous sommes un petit peu privilégiés, mais les autres communes, ils en souffrent. Je suis très content parce qu'il y avait beaucoup de problèmes, parce qu'il y avait les enfants pour nettoyer, les malades, vous voyez, il y avait pas mal de problèmes. Hein. Et je suis très satisfait d'avoir qu'ils ont trouvé une solution. Quoi. C'est vrai que ça traîne, hein, je trouve. Je leur souhaite une bonne harmonie. Je ne m'y connais pas trop, donc je ne peux pas trop avancer de mots. Mais je souhaite une bonne harmonie, que ça fonctionne. Je serais satisfait dans la mesure qu'ils arrivent à tenir leurs promesses. Parce que tout se déroule, vous savez, c'est toujours une question de protocole. Hein. Tout ce qui se passe, vous venez protocole, vous savez comment ça se passe. C'est des accords qui sont signés et qui ne sont pas respectés. Alors ça crée des problèmes. Donc si ça se renouvelle une prochaine fois, on aura encore des problèmes. Ça fait depuis le temps qu'on nous mène en bateau. Depuis le temps qu'on nous dit on va faire ou on va faire, j'attends pour voir vraiment ce que cela donne. Et après, on verra si ce qu'ils ont fait, bon, ce n'est pas bon parce qu'on a tellement eu l'habitude d'attendre, d'entendre et rien ne se fait. Je ne sais pas si ça arrange un truc, ça c'est pas mon problème. Mais tout ce qu'il y a à savoir, c'est que nous, ici, nous souffrons. On souffre, il n'y a pas d'eau. Et les gens qui n'ont pas d'eau, c'est obligé de subir la décision des politiques. Par contre, j'aimerais profiter pour dire, ça aurait été bien que nous ayons des réserves plus conséquentes pour accueillir de l'eau, hein, pour avoir plus d'eau. C'est pas normal que nous manquions d'eau en Guadeloupe. Il semblerait que ça a été réglé aujourd'hui. Je ne connais pas encore les résultats. Je comprends beaucoup les gens qui souffrent, hein, parce que sans eau, sans lumière, la vie n'est pas belle, on ne peut rien faire. Et la circulation a été fortement perturbée ce matin aux abords du pont de Kourou en Guyane. Les parents d'élèves du groupe scolaire Maximilien Sabat avaient bloqué l'entrée de la ville. Une protestation pour réclamer des solutions pour la scolarité de leurs enfants. Pas moins de 380 élèves, tous déplacés provisoirement dans un autre établissement. Leur école étant toujours fermée pour des raisons de sécurité. Le point avec Mia Pierre d'ATV Guyane. Il a fallu s'armer de patience pour se rendre à Kourou ce matin. De nombreux automobilistes en attendent de longues heures dans une file de voitures. En cause, un barrage dressé à l'entrée de la ville par les parents d'élèves de l'école élémentaire Maximilien Sabat. On s'excuse auprès de la population, mais malheureusement, dans ce pays, s'il n'y a pas blocage, on n'a pas de moyens. Le préau serait tombé sur la tête de nos enfants. Par exemple, de ma fille, j'aurais eu que mes yeux pour pleurer. Et par contre, je suis persuadée que monsieur le préfet ou monsieur le président Hollande aurait trouvé une solution pour une dotation exceptionnelle, par exemple, pour reconstruire l'école. Donc je dis qu'il ne faut pas qu'on attende quelque chose de grave arrive. L'école est dans un état de délabrement avancé, des pièces tombent dans la cour de l'école, nos enfants sont en danger. L'école a été fermée depuis 3 semaines maintenant. Les enfants sont relogés provisoirement au collège 4 de Kourou, mais nous sommes dans l'inquiétude de savoir ce qui va se passer à la rentrée. 380 enfants sont concernés et nous n'avons pas de certitude sur leur scolarisation à la rentrée. Des parents en colère, l'établissement est actuellement fermé pour des raisons de sécurité. Ils veulent des précisions sur l'installation d'une école provisoire à la rentrée. Nous voulons savoir comment nos enfants seront à la prochaine scolarisation, donc à la prochaine rentrée scolaire.
Et parce qu'on n'a pas de réponse concrète et parce qu'on sait qu'effectivement, même si la mairie de Kourou a une très bonne volonté, elle n'a pas de moyens. Et la scolarisation, c'est l'affaire, je pense, d'abord de l'État. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on puisse se mettre autour d'une table, discuter de ce qu'il nous faut pour nos enfants, parce qu'à une réunion la semaine dernière avec le recteur, on nous a parlé de success story. Et bien la success story, elle commence par là, hein, les moyens pour nos enfants. Le maire de Kourou, François Ringuet, a rencontré le préfet cet après-midi pour discuter sur le financement d'une école provisoire. Ce soir, il rencontre les parents d'élèves. Si aucune mesure concrète n'est annoncée, les parents comptent bien ériger un nouveau barrage. Plus que 7 jours avant le début des épreuves du baccalauréat, pour aider les élèves à trouver un peu de quiétude pendant cette période de stress et de révision, la municipalité de Bemao a décidé d'ouvrir la médiathèque Paul Mado. Ambiance studieuse captée par Karen Diama. Dans moins d'une semaine, des milliers de lycéens débuteront les épreuves du baccalauréat. Marine est l'une de ces lycéens et met à profit le temps qui lui reste pour peaufiner ses révisions. J'ai décidé déjà de voir un peu tout ce que j'ai à voir, de regarder des exercices types pour voir vraiment des démonstrations que je dois connaître. Et puis j'ai aussi fait des fiches, ce qui fait que ça a facilité mes révisions. Et en fonction de ma programmation, en fait, en fonction de mon état physique ou moral, je me dis que je vais réviser cette matière-là, et puis voilà. Quand certains autres favorisent les révisions en groupe, Marine, elle, préfère s'isoler. Je n'aime pas, on va dire, faire mon planning en fonction des autres. Je préfère avancer seule, justement en fonction de mes motivations, parce que je me dis que mes motivations ne sont sûrement pas les mêmes que les autres. Du coup, voilà, c'est vraiment en fonction de ce que je veux faire aujourd'hui. Même si elle préfère réviser seule à la maison, Marine profite tout de même du dispositif que lui offre la bibliothèque multimédia Paul Mado. Le fait d'avoir plus accès aux annales, aux exercices type bac, avoir plus de manuels à disposition pour plus d'informations, pour enrichir mes connaissances. Mis en place il y a 3 ans, ce dispositif permet à tous ceux qui passent un examen de profiter d'horaires aménagés de la bibliothèque et de ses nombreux ouvrages. Ça fonctionne très bien, on est même presque victime de notre succès. On a une affluence, donc on essaie de mettre autant que possible à disponibilité les différentes salles qui ne sont pas habituellement disponibles à cet effet, mais que nous mettons à leur disponibilité pendant cette période précisément. Il était important pour la ville de Bemao de participer à l'évolution des jeunes, au bien-être des jeunes et à la réussite des jeunes en particulier. Donc c'est un des objectifs principaux de la mise en place de ce dispositif. Un engagement qui aura véritablement séduit un grand nombre de lycéens. C'est une très très bonne initiative, sachant que tout le monde n'a pas forcément un bon environnement chez lui pour travailler. Donc je trouve que c'est vraiment une bonne initiative, surtout le fait d'avoir permis une fermeture plus tardive. Franchement, pour moi, c'est vraiment une bonne décision et j'ai énormément d'amis qui viennent justement à la médiathèque de l'ouverture jusqu'à la fermeture et c'est vraiment un bon environnement pour eux. Comme Marine, des dizaines d'autres lycéens profitent du dispositif Révise-Exam dans l'optique d'obtenir les meilleurs résultats à leur baccalauréat. Et un autre lycéen n'a pas cette sérénité. Il s'agit de Marvin. Il y a 6 mois, cet élève en première au lycée Faustin Fleuret de Morne-à-l'Eau déclarait être favorable au djihad lors d'un débat en classe. Après les attentats de Paris, maladresse ou usage de sa liberté d'expression. En tout cas, il a été dénoncé par son professeur et est depuis dans le viseur de la justice, poursuivi pour apologie du terrorisme. Il devra se présenter demain à la cour d'appel de Basse-Terre. Ses sympathisants appellent les Guadeloupéens à le soutenir. Parmi ces derniers, les militants du journal Rebelle. Raphaël Cessé, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes membre de ce journal, le journal Rebelle. Ouais. Avant de comprendre les raisons de votre soutien, juste de recontextualiser un peu tout ça. Nous sommes après le 13 novembre 2015. Des centaines de personnes ont perdu la vie après les attentats du Bataclan. Ce drame bouleverse toute la France. Les Guadeloupéens, les élèves sont amenés à s'exprimer, à libérer la parole, y compris Marvin. Et ces propos choquent, en fait, en tout cas son professeur de français, qui déclare que pour tous les morts que le terrorisme fait en Afrique, on ne fait pas autant d'histoire. Et la suite, vous la connaissez ?
La suite, il faudrait déjà revenir sur la manière dont le débat s'est réalisé, c'est-à-dire que lors de ce débat organisé par sa prof de français, Marvin ne souhaitait pas intervenir. Il ne souhaitait pas intervenir et donc la professeure l'a poussé et au bout d'un moment, effectivement, il a dit une bêtise. Mais d'ailleurs, il le reconnaît depuis qu'on a discuté avec lui, qu'il ne savait pas justement ce qu'était le djihadisme ou quoi, et il reconnaît cette bêtise, sauf que plutôt que de discuter avec ce jeune et de lui expliquer justement qu'est-ce que le djihadisme, ce que devraient faire justement des enseignants, la professeure a servi entre guillemets d'indicateur et l'a dénoncé au proviseur, M. Erosi, le proviseur du lycée Faustin-Fléat, qui a fait remonter au procureur de la République et puis un engrenage de répressif avec 35 heures de garde à vue, avec toute sa maison fouillée, sa famille sous pression. Et là, il est ballotté de tribunaux à tribunaux depuis le 23 février à Pointe-à-Pitre, puis le 26 mai à la Cour d'appel de Basse-Terre et demain encore à la Cour d'appel de Basse-Terre, alors que ce jeune devrait plutôt justement se consacrer à réviser ses examens. Donc c'est inadmissible. Ce que vous dénoncez finalement, c'est l'acte que vous qualifiez d'irresponsable de ce professeur ? Oui, nous dénonçons justement cet engrenage qui a débuté par cet acte de ce professeur, mais à chaque étape, c'est-à-dire à la fois le professeur, à la fois le procureur, à la fois le rectorat, ils auraient pu arrêter parce qu'ils ont bien constaté que ce jeune, c'était pas un terroriste. Sauf qu'ils ont persisté, et là ils persistent encore, et c'est ce que nous trouvons inadmissible, car nous avons su, comme par exemple la procureure de Basse-Terre, lors de la dernière audience le 26 mai, a dit à Marvin vous n'avez commis aucune faute, mais la procédure est enclenchée. Donc ça veut dire qu'en fait, ils n'ont rien à reprocher à Marvin, mais ils continuent à le persécuter. Et c'est pour ça que nous exigeons l'arrêt des poursuites contre ce jeune. Alors, il risque jusqu'à 3 ans de prison ferme et 75 000 € d'amende. C'est la peine encourue pour ce délit, l'apologie du terrorisme. Dans quel état se trouve Marvin, ce jeune homme, ce mineur de 16 ans ? Il subit pas mal de pression, d'autant plus que dès le départ, le proviseur a organisé, moi je le dis, une campagne d'harcèlement contre ce jeune, en le faisant passer auprès de ses camarades et auprès des autres parents de la communauté scolaire pour un djihadiste. Il a même dit à sa mère qu'il avait peur parce qu'il avait un terroriste dans son lycée. Pourtant, il continue à ouvrir son lycée, mais bon, bref. Et donc, il subit cette campagne d'harcèlement, plus les pressions, effectivement, pour un jeune de 16 ans, se retrouver à la gendarmerie pendant 35 heures, puis être ballotté de tribunaux en tribunaux. Effectivement, il subit des pressions, mais il tient. Il a le soutien de sa famille et du journal Rebelle, mais aussi d'autres organisations comme Combat ouvrier, la CGTG, l'UGTG, le Parti de gauche, la FSU. Et donc, c'est pour ça que nous appelons justement la population et les jeunes à venir soutenir ce jeune demain. Il s'agit aussi de défendre cette liberté d'expression qui est bafouée à la fois dans le cadre scolaire, mais ici, on voit bien que le but des autorités, c'est vraiment de soumettre les jeunes. Et s'ils ne sont pas d'accord avec le discours officiel, ils doivent se taire. Et c'est pour ça qu'ils veulent faire de Marvin un exemple. Et c'est pour ça que nous irons jusqu'au bout pour que cette affaire s'arrête, cette mascarade s'arrête. Vous venez de dire tout à l'heure qu'il s'agissait d'une bêtise. Il ne savait pas ce que signifiait le mot djihad. Et là, vous êtes en train de me dire, en fait, au final, qu'il s'agit de liberté d'expression. Est-ce que vous pensez que c'était raisonnable ? Est-ce que les jeunes peuvent se permettre justement de tenir ce genre de propos ? Non, mais il faut savoir ce qu'on fait, c'est-à-dire que... Il y a une certaine contradiction en fait dans votre discours. Non, il n'y a pas de contradiction. Si on est dans un cadre de débat, où chacun doit s'exprimer, on doit libérer la parole, comme vous avez dit dans votre introduction, ok, on discute, et si on n'est pas d'accord, on se comprend. Ça finit pas par un tel, je prends ton nom et je vais donner ton nom au policier parce que justement... tu n'es pas d'accord avec le discours officiel. Non. Le jeune, effectivement, mais ce n'est pas en l'emmenant chez les gendarmes qu'il va comprendre que c'est une bêtise. C'est en discutant avec lui. Et c'est ce qu'on a fait. Nous, en dehors du cadre de l'école, justement, nous avons organisé un débat pour expliquer aux jeunes c'est quoi le djihadisme et pourquoi ce n'est pas une solution. Alors, Marvin n'est pas le seul à avoir tenu ce genre de propos, relevant en tout cas d'apologie du terrorisme. C'est le cas de plusieurs jeunes en France hexagonale. 117 dossiers depuis les attaques qui ont touché Paris. Faut-il, selon vous, s'inquiéter de ce phénomène ?
faut s'inquiéter surtout de l'attitude des autorités, parce que vous voyez, dans le cadre de Marvin, mais de ces jeunes et qui de pensent que pas c'est mal de normal, jeunes aussi, normal de tuer des innocents. Non, il y a, derrière ces mots, il y a une certaine révolte par rapport au système et par rapport à la société, parce qu'il faut comprendre justement qu'est-ce que ces jeunes subissent au quotidien. Ici, on est bien placé pour le voir. Les 60% des jeunes qui sont au chômage, on n'a aucun avenir ici, même quand on fait des études et tout. Et donc, effectivement, à travers ces propos, bien souvent, c'est une révolte contre cette société. Et donc, plutôt que d'enfermer ces jeunes et de les envoyer soit en prison ou effectivement en garde à vue, etc., il faudrait plutôt discuter avec eux. Parce que bien souvent, justement, en leur faisant comprendre qu'il faut juste ne pas discuter, juste les réprimer, ben c'est comme ça qu'on bien souvent on pourra fabriquer de vrais djihadistes. Et ça serait dommage. Raphaël Cissé, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Au chapitre politique, l'élection d'Alfred Marie-Jeanne à la tête de la CTM pourrait être invalidée. L'actuel président de la collectivité territoriale de Martinique est soupçonné de fraude lors de la campagne pour l'élection de la collectivité. D'après les allégations d'un électeur, son équipe aurait diffusé plusieurs émissions de radio sans en faire mention dans les comptes de campagne. La Commission nationale des comptes de campagne et financement politique les a pourtant validés, mais au vu de nouveaux éléments apportés par le plaignant, c'est maintenant le Conseil d'État qui est chargé d'étudier le dossier, les explications avec Marie Tricot. On regarde ensemble. 6 mois après les élections, un citoyen proche du PPM dénonce des irrégularités sur les comptes de campagne de la liste Grand Semblé. Selon ces allégations, la campagne politique d'Alfred Marie-Jeanne aurait été favorisée par la diffusion de plusieurs vidéos web et émissions de radio issues du média propagandiste RLDM, non déclarées dans ses comptes de campagne. Le président de la CTM avait déjà dû se défendre de ces accusations devant la Commission nationale des comptes de campagne et financement politique. Faute de preuves apportées par le réclamateur, la commission a validé les comptes de campagne du camp Marie-Jeanne. Sauf qu'aujourd'hui, ces détracteurs auraient fourni des pièces à charge complémentaires qui justifient que le Conseil d'État s'empare du dossier. Une procédure normale, dans la mesure où la Commission nationale des comptes de campagne ne peut statuer qu'une seule fois. Elle a donc adressé un courrier au vice-président du Conseil d'État. Si la fraude était reconnue, l'élection d'Alfred Marie-Jeanne à la tête de la CTM pourrait être purement et simplement invalidée, peu probable selon les analystes politiques. Mais sur quoi le Conseil d'État va-t-il se prononcer ? Bien, sur le fond, sur le fait de savoir si telle ou telle minute de vidéo sur Facebook ou sur YouTube aura une influence sur le résultat de l'élection du 15 décembre dernier. Écoutez, très franchement, quand il y a eu élection, et il y en a déjà eu, notamment lors d'élections municipales, c'est parce que le scrutin se jouait à quelques voix d'écart. Or là, quel était l'écart au mois de décembre dernier? Il était de 12 774 voix, ce qui représentait plus de 8% des votants, des suffrages exprimés. Donc avec un tel écart de voix, il est peu probable que ce recours aboutisse. Du côté de la majorité, on ne s'émeut pas d'un dossier déjà bien connu. Sur les réseaux sociaux, Daniel Marissante, le porte-parole de la collectivité territoriale, n'hésite pas à parler de déstabilisation politique orchestrée par le clan PPM. Un militant du néo-PPM, garde de corps de l'Etchimi, Yves Cordémy, qui habite à Châteauboeuf, a porté, dans un premier temps, plainte contre la liste Grand Semblé, auprès de la Commission nationale de contrôle des comptes de campagne, au prétexte des émissions que nous faisons sur RLDM toute l'année. Le Conseil d'État a désormais 1 an pour rendre sa décision. Et un drame s'est produit ce matin sur la plage de Dizaco, Diamant, en Martinique. Pour leur premier jour de vacances, un père et sa fille de 8 ans se baignaient lorsqu'ils ont été emportés par une vague. Le père, un Martiniquais de 38 ans, n'a pas réussi à se dégager, tandis que sa fille a eu plus de chance. Un homme est parvenu à la sauver. Les secours sont intervenus pour rechercher le jeune papa. Reportage Hubert Bornil et Frédéric Mazy. Fin tragique pour un père de famille, un spirité âgé de 38 ans, arrivé seulement hier au pays pour des vacances, alors qu'il se baignait en compagnie de sa fille, pris dans un courant, il n'a jamais pu revenir. Olivia, la petite de 8 ans, a eu un peu plus de chance. Le papa était trop en panique, je crois. La petite, elle a su prendre le dessus, elle a su gérer la panique et tout, parce qu'on arrivait vers elle, mais on a vu qu'elle tenait, elle se débattait quand même, mais le papa était dans l'eau. Le papa était dans l'eau, il n'arrivait même pas presque à sortir la tête de l'eau. C'est comme si les vagues l'emportaient. Et quand on a pris la petite, le papa est parti, quoi.
Il est parti. Il est parti, on l'a vu se fondre dans l'eau et on l'a pas revu quoi. Oui, parce qu'il a coulé juste devant moi, à 20 mètres. J'ai essayé de le sauver parce qu'il y a quelqu'un qui criait de la plage. Il fallait le sauver parce que sinon il allait se noyer. Et je suis allé à la nage, donc j'ai jeté ma bouffe, je suis parti, j'ai été à la nage, mais je l'ai vu, il était juste devant moi et puis d'un seul coup il a fait pouf, fini. La mer était forte. Ouais, j'ai eu du mal à rentrer. Très vite, les secours sont alertés. L'hélicoptère de la société civile survole la zone, mais en vain. 2 heures plus tard, alors que les plongeurs de la gendarmerie nationale interviennent, toujours pas de traces du baigneur. Le corps, apparemment, il est parti en profondeur et c'est pas évident de le retrouver, de le voir. Donc on fait des recherches maintenant jusqu'au statut, pour voir si le monsieur n'a pas dérivé jusqu'au statut. Et après, il y a les plongeurs qui arrivent, là, avec la gendarmerie aussi. On va faire des recherches après sous-marine. Pour sa famille, restée sur la plage, l'attente est insoutenable. J'entendais des cris, mais je pensais qu'ils étaient en train de s'amuser. Plusieurs fois, j'ai entendu maman, maman, maman. Mais moi, comme je ne savais pas nager, j'étais de voir s'il y avait quelqu'un qui pouvait aller à ma place. Parce que mon mari était parti acheter des fruits. Quand je suis arrivé au moins, il devait avoir à 10 mètres de mon fils, hein, et il a coulé. Vous aviez du mal à arriver? J'ai du mal à arriver parce que le courant nous empêchait d'avancer. C'est le courant qui nous empêchait d'avancer. Ouais. C'est dur. Oui. Les recherches se sont poursuivies jusqu'en milieu de l'après-midi sans résultat. Le bain, on le sait, est jugé dangereux sur cette plage et ceux qui le savent ont leur petite idée sur la dérive possible du corps. La plage est assez dangereuse, en plus ça bien ventilé en ce moment-là, c'est pas évident. Et que c'est un jeune à présent là qui a essayé de chercher, mais bon, qu'est-ce que tu veux? C'est ça qui est difficile pour trouver? Ça est assez difficile, hein, parce que là, en plus, là, c'est bien ventilé. Là, la mer assez dangereuse, là, c'est la mer du Diamant. Hein. Du côté des sauveteurs, c'est peine perdue. Les recherches sont stoppées vers 15 h. Le plan du lendemain se met en place. On attend qu'ils reviennent et puis on met tout en voile. OK? Parfait. Où en est-on? Eh bien, nous, on vient tout juste d'arriver sur le site. Donc, on a pris un contact avec les gendarmes afin de savoir comment ça se passe. Et puis, on va voir comment s'organiser pour poursuivre les recherches. Vous pensez que ça peut être long? Ça peut être long, effectivement. On ne cessera jamais de le dire, même si les panneaux ne sont pas visibles sur la plage, le bain est toujours dangereux à la Dizac. Et les sargasses n'ont pas été nuisibles qu'aux plages et autres lieux de baignade. Des entreprises en ont également été victimes. L'État, la région et la CCIG ont travaillé à un ensemble de mesures. Isabelle Hameau nous en livre le contenu. Plus de 300 chefs d'entreprise seront enfin aidés pour rebooster leur activité après l'invasion des sargasses. Des mesures qui ne concernent pas uniquement le secteur touristique, mais aussi toute activité en lien avec le nautisme. Beaucoup d'entreprises affectées par les sargasses ont des problèmes de trésorerie parce qu'elles ont dû débourser, sortir de la trésorerie pour remplacer du matériel par exemple, ou elles ont perdu du chiffre d'affaires. Donc il existe des mesures de soutien à la trésorerie qui sont portées soit par BPI France, soit par le conseil régional par exemple. Il existe aussi des mesures de soutien à l'investissement, soit des subventions publiques à l'investissement, soit des prêts également qui permettent aux entreprises de reconstituer leur outil de travail. Il existe aussi des dispositifs plutôt portés par l'État cette fois qui permettent aux entreprises qui sont en difficulté passagère de reporter un certain nombre de charges, en particulier les charges sociales, ce sont des moratoires sur les charges sociales, sur les charges fiscales, etc. Des accompagnements qui peuvent aller jusqu'à 36 mois, voire plus. Il y a des périodes de 36 mois pour les dettes sociales et fiscales. Tant que l'entreprise n'a pas encore pu récupérer, avoir de la visibilité au niveau de son chiffre d'affaires, au niveau de ses productions, au niveau de créer de la richesse, au niveau de la valeur ajoutée, on va être à côté de ces entreprises. La Chambre de commerce a mis en place 4 personnes ressources humaines pour pouvoir accompagner ces gens-là. Donc ils peuvent appeler, toutes les entreprises impactées peuvent appeler au 05 90 93 76 00. Ça permettra donc d'avoir un interlocuteur qui va donc pouvoir les orienter soit au niveau de l'URSSAF, soit au niveau de la DRFIP ou au niveau de la préfecture ou de la région pour toutes les aides qui sont possibles. On a réclamé au niveau de l'État qu'on puisse déclarer la Guadeloupe en catastrophe naturelle. Ça n'a pas été accordé.
le ministère des Outre-mer ne l'a pas donc accordé. C'est dommage, mais bon, ça aurait été plus facile pour nos entrepreneurs d'être indemnisés à ce moment-là par les assurances. Ça n'a pas été le cas, donc mais on a d'autres mesures. Ces mesures pour les entreprises impactées par les algues sargasses permettront de pérenniser l'emploi. Et le préfet de la région Guadeloupe a reçu une délégation d'Antigua et de Barbuda. Cette réunion, la première du genre, concernait la coopération entre la France et ses îles de la Caraïbe dans le domaine de la sécurité. L'objectif, renforcer la coopération pour mieux lutter contre les trafics, la délinquance et l'immigration clandestine. Reportage Nathalie Dinan, Moïse Dexter. C'était la première fois que la Guadeloupe et Antigua se réunissaient sur des questions de sécurité. La lutte contre les grands trafics, contre l'immigration clandestine, les problèmes de délimitation des zones de pêche et en prévention des catastrophes naturelles, ils ont débuté une réflexion sur une collaboration formelle dans le domaine de la sécurité civile. Le besoin a été exprimé d'abord par les Antiguais eux-mêmes, puisque c'est en décembre dernier que je me suis rendu à Antigua et que le ministre m'a demandé d'organiser une réunion de ce type, de telle sorte qu'on puisse parler avec les services français avec lesquels il n'avait pas de contact aussi important. Et là aujourd'hui, on a pu mettre sur la table les différents problèmes qui pouvaient se poser et les solutions qu'on pouvait leur apporter. Il existe bien sûr des relations fraternelles entre ces deux territoires. Cependant, cette réunion pose officiellement les bases d'une collaboration. Nous allons donner des points de contact officiels français qui pourront être mobilisés en tant que de besoin par... Donc nous avons donné un point de contact à la préfecture qui est le directeur de cabinet du préfet et un point de contact au parquet qui est une collaboratrice de la procureure générale. Côté antigouais, nous attendons qu'ils doivent nous désigner quelqu'un qui sera un point de contact. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose importante, nous avons décidé d'entamer un processus de négociation d'une convention d'entraide judiciaire et d'extradition. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des poursuites pénales qui peuvent être engagées. Il faut que des commissions soient faites, des enquêtes qui soient diligentées. Il faut donner l'autorisation à nos policiers d'aller enquêter en Antigua. Ce n'est pas toujours facile. Ça se fait spontanément parce que nous sommes amis, mais c'est beaucoup plus simple s'il y avait un cas. Donc nous allons entamer vraisemblablement un processus de négociation assez rapidement. Il faut qu'on demande, nous, à Paris, au ministère des Affaires étrangères, l'autorisation de le faire. C'est une affaire évidemment très importante. Et pour éviter tout conflit, les gouvernements français et antiguais vont devoir déterminer les délimitations d'espaces maritimes. Demain, l'ambassadeur sous l'égide du préfet Jacques Billan recevra le Premier ministre de la Dominique, Roosevelt Skerrit, également dans le domaine de la sécurité. La journée sportive et culturelle de l'Association pour adultes et jeunes handicapés aura lieu ce vendredi 10 juin au complexe sportif du CASEDF à Convenance-Bemao. Pour nous parler des temps forts de cette manifestation, Jean-Michel Sainton est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président de cette association qui vient en aide à ce public depuis 38 ans maintenant. Quel est le programme de cette journée ? Alors, je voulais rectifier que je ne suis pas le président, mais je suis directeur d'établissement à la Page Guadeloupe. La présidente, c'est Mme Cassin-Bernadette Pirot. Donc, chaque année, la Page Guadeloupe organise une journée sportive et culturelle au profit des usagers qu'ils accueillent dans ces différents établissements. Donc, le temps fort, c'est permettre aux personnes en situation de handicap des établissements de pratiquer une activité sportive et culturelle, susciter le goût de l'effort et permettre aussi à l'ensemble des établissements qui sont implantés sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe, permettre à tout ce personnel et ses usagers et les membres du conseil d'administration de la PAJ de se rencontrer autour d'une journée sportive et culturelle pour la convivialité et le goût pour la cohésion sociale. Quels seront les temps forts de cette journée, les activités proposées? Alors, les activités proposées sont un tournoi de football, nous aurons une initiation au tai chi, une initiation à la marche nordique, un tournoi de ping-pong, un tournoi de baby-foot et de tennis de table, et aussi de l'aquagym. Et aussi, nous avons invité cette année des prestataires comme le CODEP, le comité départemental pour l'éducation physique et sportive, de façon à développer avec nous les activités physiques adaptées aux personnes en situation de handicap, dont nous avons signé une convention avec eux en janvier 2016. 49 000 Guadeloupéens sont concernés par le handicap selon l'INSEE. À quels défis sont-ils toujours confrontés en 2016 ? La question de la personne handicapée reste présente sur notre territoire. C'est le problème du transport, le problème de la prise en charge dans les établissements, le problème de la scolarisation des enfants dans les écoles. Donc c'est un ensemble de problèmes qui restent présents malgré tous les efforts qui sont réalisés depuis tantôt, mais il reste encore des défis à affronter. Quels sont ces défis justement? Particulièrement le transport, la scolarisation des enfants et surtout la prise en charge des autistes sur ce département qui est pour l'instant par terre couvert.
Cela fait 38 ans que cette association se bat pour l'intégration des personnes handicapées. Est-ce que le quotidien de ce public s'est amélioré au fil des ans? Alors on peut dire, après 38 ans de travail par les personnes, les pionniers de l'association APAGE, que beaucoup de travail a été réalisé, beaucoup de choses en sont faites, particulièrement la création des établissements pour la prise en charge des personnes, pour l'accompagnement social et l'insertion professionnelle. Mais on peut dire aujourd'hui, en 2016, il reste encore pas mal de choses à faire parce qu'il reste toujours des personnes en situation de handicap sur liste d'attente. Et l'accès aux ESAT sont difficiles parce que les listes d'attente sont longues. Donc il y a du travail que nous attendons encore toujours. Mais pour le transport, il y a eu un début, justement, il y avait une ébauche de propositions de loi pour faciliter les accès aux personnes handicapées. Tout à fait. La question de l'accessibilité de la personne handicapée reste présente, mais il reste encore des choses à réaliser, particulièrement sur le territoire de la Guadeloupe, où on constate particulièrement le réseau urbain et aussi le réseau routier n'est pas accessible encore tout à fait aux personnes en situation de handicap. Quelle est cette réalité justement pour ces personnes en Guadeloupe? C'est toujours la difficulté de se déplacer, difficulté d'accès aux salles de spectacle, difficulté d'accès aux installations sportives et aussi aux institutions du département. Alors, l'APAGE mène ce combat sur plusieurs fronts, l'intégration des personnes handicapées, l'insertion, la formation, l'accueil. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ces actions? Les actions de formation, c'est le centre de formation APAGE qui délivre des formations pour ces personnes. Ensuite, l'APAGE aussi accueille des personnes en situation de handicap dans ces établissements, comme les ESAT, dont l'objectif est l'accueil, la formation et l'insertion professionnelle. Donc moi-même, je dirige un service qui s'appelle le SAISPAI, c'est le service d'accompagnement et d'insertion sociale pour des personnes en situation de handicap. Donc nous intervenons sur deux volets, le champ de l'insertion professionnelle et l'accompagnement social. Donc on peut dire aujourd'hui le travail réalisé par le SAISPAI paie parce que chaque année nous avons 2 à 4 personnes qui sont embauchées dans les entreprises sur le département de la Guadeloupe. Nous portons l'information aux chefs d'entreprise de façon à les sensibiliser, les chefs d'entreprise, mais particulièrement les personnes qui travaillent dans ces entreprises-là, afin de permettre aux personnes en situation de handicap de trouver leur place dans la société comme vous et moi. Jean-Michel Sainton, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. La polémique fait rage autour de la grive à pieds jaunes en Guadeloupe pour protéger cette espèce endémique. Une pétition a été lancée pour interdire sa chasse, mais les représentants de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage attestent, étude à l'appui, que cette espèce n'est pas en danger, qu'elle aurait même augmenté, des chiffres surestimés selon Béatrice Béné. On écoute la réaction de la présidente de l'ASFA, l'Association pour la sauvegarde et la réhabilitation de la faune des Antilles. Alors, il faut d'abord savoir qu'il y a malheureusement très peu d'études sur la biologie et l'écologie de la grive à pattes jaunes. Il y a une étude qui effectivement a été réalisée par l'ONCFS avec quelques participations des agents du parc national et qui a révélé, qui a estimé, on va dire, les populations de grives à 48 000 individus et non 48 000 couples. J'invite tout un chacun à aller consulter ces documents qui sont de 2012 et 2013. L'ONCFS elle-même disait qu'il y a une estimation de la population de 48 000 individus. Il faut savoir que l'UICN n'a jamais établi un statut de la grive à pattes jaunes sur un nombre d'individus, mais uniquement sur la répartition mondiale, qui est très limitée, et également sur le fait que la grive est un oiseau forestier et que les habitats forestiers sont de mauvaise qualité. Donc l'UICN a considéré que l'habitat de la grive était de mauvaise qualité et que, vu qu'en fait elle est aussi beaucoup en zone non protégée, elle est d'ailleurs principalement en zone non protégée malheureusement, donc pas en zone de cœur de parc, et donc il y a des facteurs de déclin qui, eux, ne vont qu'en s'accentuant. Elle est également menacée par la compétition d'une autre espèce, elle est menacée par les espèces exotiques envahissantes, notamment la mangouste. Voilà. Donc il n'y a pas de bataille de chiffres. L'ONCFS a sorti un communiqué complètement fallacieux où, en fait, ils contredisent leurs propres chiffres, parce qu'ils passent par un coup de magie de 48 000 individus à 48 000 couples. Or, tout un chacun peut aller vérifier que cette même étude disait bien 48 000 individus. Donc ça va nous permettre aussi de témoigner en fait à la population et de témoigner aux autorités, notamment à la préfecture, mais également au ministère, qu'en fait on n'est pas seul dans cette bataille, que les Guadeloupéens sont avec nous, qui demandent la protection de ce patrimoine, et aussi, je le répète, les ornithologues, les naturalistes des îles des Petites Antilles, ils trouvent ça impensable. Donc nous, ce qu'on attend, c'est effectivement le maximum de signatures avant le 16 juin, qui est la date butoir pour la consultation publique, mais de toute façon, elle va rester ouverte, cette pétition, et au fur et à mesure, nous ferons remonter au ministère, parce que c'est vrai que dès lors, nous nous tournons également vers le ministère pour lui demander la protection
ministérielle de cette espèce. Et une fois que l'on aura cette protection ministérielle, les préfets ne pourront plus évidemment l'autoriser à la chasse. Voilà. Un entretien téléphonique accordé à Bénédicte Jourdier. C'est l'heure des informations pratiques. Un appel à témoins a été lancé à Baïf suite à la découverte d'un corps sans vie. Un homme d'environ 50 ans, antillais, mesurant environ 1,80 m, cheveux grisonnants et courts. Il portait une barbe courte vêtue d'un polo rouge et d'un short écossais bleu et des baskets ASICS blanches et rouges. Si cette description vous dit quelque chose, en tout cas, contactez la gendarmerie de Saint-Claude au 0590 92 37 20 ou alors contactez le 17. Et des coupures d'électricité sont prévues demain dans les communes de Sainte-Rose et des abîmes essentiellement dans la matinée, de 8h à 14h30 aux abîmes dans les quartiers de Carac, Boson, route de Boson et Massource. Et enfin, si vous souhaitez faire un don de votre sang, la collecte mobile sera demain à l'Hyper-Casino de Basse-Terre de 8h30 à 13h et vendredi dans le parking de Géant Casino du Gosier. C'est la fin de notre édition locale et régionale. Dans un court instant, le rappel des titres. À tout de suite.